Annales akashiques et EM. Qu'est-ce que c'est qu'une EMI? Comment comprendre les EMI au regard des annales akashiques? Qu'est-ce que les annales akashiques peuvent nous apporter dans la compréhension d'une EMI? Et pourquoi les personnes qui reviennent en ayant fait une EMI découvrent parfois une compréhension complètement différente de la vie, parfois trouvent des dons, expérimentent des choses qui sortent de leur champ de conscience habituel? Pourquoi est-ce que l'EMI nous change? Eh bien, c'est ce qu'on va essayer de comprendre dans cette vidéo, mais au regard des annales akashiques. J'ai beaucoup hésité à faire cette vidéo. Ça fait plusieurs semaines que j'hésite à me lancer sur le sujet. Et j'aimerais vous raconter une histoire. Hier au soir, j'ai été prendre un verre avec des personnes que je ne connaissais pas, qui sont venues hier autour du bateau. Comme certains le savent peut-être, je vis sur un bateau, au milieu d'une baie. Et hier après-midi, il y a deux messieurs qui sont arrivés sur un voilier depuis 2 jours et qui sont venus se renseigner au bateau. Mon mari n'était pas là, c'est moi qui les ai renseignés. Et pour finir, ils m'ont dit, écoute, voilà, venez, on est entre Français ou on est à l'étranger, vous passez boire un verre. Donc le soir, on est arrivé avec une bouteille, avec un melon, avec des cacahuètes, des amandes. Et on s'est invités sur le bateau. Et là, il s'est passé quelque chose. Il y avait un des messieurs. Donc, il y avait 2 messieurs à bord. Il y en a un qui est un pompier à la retraite. Et l'autre personne, c'était très bizarre. C'était une énergie comme si, comment dirais-je, qui était connectée. Quelque chose qui était fluide. On s'est mis à parler de mes activités. J'ai parlé de méditation. J'ai parlé de ce que je faisais au niveau des annales akashiques. Bon. Je veille toujours à en parler de manière soft, accessible. Et il y avait quelque chose qui coulait d'évidence, quelque chose qui était fluide. Et à un moment donné, dans la conversation, cette personne m'a dit, tu sais, je suis passée de l'autre côté. Et je l'ai regardé, je lui ai fait, et tu as fait une EMI? Et il me dit oui. Et je lui dis moi aussi. Et il me dit, c'est ce dont je me doutais. Parce que, en fait, il me dit, écoute, il y avait quelque chose qui s'était connecté. Quelque chose dans l'impalpable. Quelque chose qui est au-delà des mots. Quelque chose dans la compréhension, en fait, qui fait qu'on s'était senti au niveau des énergies. Qu'on s'était compris. Qu'on s'était aligné, mais naturellement, l'un sur l'autre. Que tout était, voilà, dans le non-verbal, dans ce que les bouddhistes appellent la vacuité. La vacuité, c'est le sens de ce qui est. Et les énergies s'alignent naturellement, comme ça. Un peu comme une onde. Hein. Et puis une onde va rencontrer une onde, et puis ça va bouger comme ça. Et dans cette vacuité, on s'était trouvé, on s'était compris. Au-delà des mots, on avait émis l'hypothèse et reçu l'énergie. Et ça a été quelque chose de très beau, de parler de nos expériences. Et ça a été assez court, en fait. C'était même pas ça le plus important. C'était ce que nous en avions tiré pour notre vie de tous les jours. Eh bien, cette expérience qui a eu lieu hier au soir m'a incité au jour d'aujourd'hui à parler justement des EMI, de l'EMI que j'ai faite, au regard des annales akashiques. Sur les EMI, l'EMI, c'est je rencontre la mort, je pars, et quelque chose me retient, je reviens en arrière. Je suis aspirée en arrière. Alors, cette aspiration, ça peut être un choix. Tu veux partir ou tu veux rester? Ça peut être aussi quelque chose qu'on ne maîtrise pas, parce que c'est pas le moment, c'est pas notre heure. Mais dans tous les cas, on a touché du doigt quelque chose. Et ce j'ai touché du doigt quelque chose va modifier complètement notre vie, notre caractère, notre regard aux choses, notre compréhension globale des choses. Dans l'EMI,
Il y a une chose dont personne ne parle. Même les EMistes eux-mêmes n'en parlent pas. C'est la souffrance physique. Après une EMI, on revient, on est abîmé, on est physiquement brisé. On va devoir affronter des souffrances terribles. Et quelque part, c'est encore plus douloureux d'être revenu dans notre corps de chair. Les EMistes sont des personnes qui ont vécu des grandes douleurs, des grandes souffrances, des choses très douloureuses. Et un certain nombre de personnes les envient, mais nous, au moins moi, j'envie ceux qui n'ont pas connu ces souffrances-là, parce que ces souffrances sont très durables. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il y a deux manières, dans ce que j'ai pu remarqué sur Internet. Je me suis un peu approchée des groupes de EMistes. J'ai cherché à discuter. Une chose qui était nouvelle pour moi, j'ai parlé très très tard de mon EMI. Elle est survenue, j'avais 8 ans. J'en ai parlé la première fois il y a 2 ans. Et j'ai 56 ans. Donc j'en ai parlé pour la première fois, j'avais 54. Ce qui est surprenant, c'est que la première fois où j'ai parlé de mon EMI, eh bien 2 jours plus tard, mon père décédé. Comme si il attendait quelque chose, que je lâche quelque chose pour pouvoir se libérer, pour pouvoir partir. Dans les EMI, donc l'EMI, c'est l'âme part, on meurt quelque part. Sauf que c'est pas le moment, on est soit réanimé sur la table d'opération, soit l'âme elle revient et puis elle se réincorpore. Donc elle reprend le programme avec souvent des modifications de personnalité, des modifications cognitives, des modifications d'incarnation, des modifications de destin, de caractère, de tempérament. Il y a des fois des personnes qui changent du tout au tout. C'est très variable, une personne. Par contre, dans l'expérience, il y a des choses qui sont connues. La difficulté à nommer les choses. Il m'a fallu très, très, très longtemps pour arriver à mettre les mots sur ce qui m'était arrivé, sur cet amour immanent qui se densifie, sur cette compréhension que j'ai d'avoir touché du doigt quelque chose qui est extraordinaire. Très difficile de mettre des mots dessus. C'est comme si les mots humains n'avaient pas assez de puissance pour refléter cette réalité-là. Pourtant, à un moment donné, nous sommes dans une incarnation avec un phrasé, un verbiage, un langage qui est aussi fait pour communiquer. Donc, on va minorer l'expérience pour pouvoir la transmettre. Ça, c'est quelque chose de très difficile à faire. C'est-à-dire qu'il y a une telle plénitude dans l'expérience qu'il est difficile d'en minorer la portée, la force, la puissance pour la transmettre. On préfère ne pas transmettre. Ça a été mon cas. C'est-à-dire que lorsque j'étais enfant, que j'ai commencé à en parler, on m'a dit, mais non, t'as rien dit. Mais non, toi. Donc, on garde pour soi. C'est une EMI qui s'est passée en 1974. Donc, il y a quand même pas mal d'années. Et dans ma vie, plusieurs fois, elle s'est invitée pour revenir et pour être reconnue en tant qu'EMI. Il y a des passages communs aux personnes qui ont vécu l'expérience. Par contre, ce que j'ai remarqué sur les gens qui sont, par exemple, sur des groupes Facebook ou des groupes sociaux de discussion, d'échange, il y a deux profils. Il y a un profil auquel j'appartiens, de personnes qui ont récupéré des compétences, qui n'ont plus jamais été les mêmes, qui ont ouvert des portes de la conscience, des portes cognitives de la conscience, très proches de ce que vivaient les anciennes civilisations, que ce soit les anciennes civilisations chamaniques, les anciennes sociétés des peuples premiers. On est très connecté avec le sacré, très en lien avec le côté sacré des choses, le côté état modifié de conscience, dont certains psychologues, dont certains thérapeutes, comme Stanislas Grof, ont beaucoup parlé. Jérémy Nardi, c'est pareil. Toutes les expériences chamaniques sur l'ayahuasca, les plantes guérisseuses, les connexions avec la terre, on est dans cet ordre-là. Donc, un certain nombre de personnes qui ont vécu des EMI et qui en ont retiré une compréhension d'état modifié de conscience, avec des portes qui se sont ouvertes. Ça, c'est le premier groupe. On est très critiqué. On est très critiqué par le deuxième groupe. On considère que si on a fait une EMI, c'est qu'on a eu la chance de revenir. Une expérience, c'est une expérience. J'ai vécu mon expérience dans sa plénitude. J'ai fait ce que j'avais à faire dans cette expérience. J'en tire les conclusions que j'en tire, qui m'appartiennent. Je considère que c'est mon expérience. Elle m'appartient en propre. Elle n'appartient ni au groupe, ni aux médecins, ni aux chercheurs, ni à personne, y compris des gens qui ont vécu des expériences similaires, mais qui, une fois de retour dans leur corps, l'ont exprimé différemment. C'est-à-dire, je suis parfaitement libre de vivre et mes croyances et la teneur de mon expérience comme je l'entends. Lorsque certaines personnes vivent des grandes expériences mystiques, vivent des éveils, c'est de l'ordre de l'intime, c'est du personnel.
pour d'autres, au contraire, énormément déstabilisés par l'expérience. Alors, on est tous déstabilisés par l'expérience. Faut pas dire certains sont plus déstabilisés que d'autres. Non, c'est pas ça. Tout le monde, au départ, faut plusieurs années pour arriver à mettre en forme, à mettre en mots, à mettre en compréhension et après intégrer l'expérience. Mais certains ont besoin d'une légitimité. Donc, ils ont besoin que leur expérience soit reconnue comme valide par un certain nombre de scientifiques, des médecins, des scientifiques, qui vont apporter un éclairage sur cette expérience. Donc, ils considèrent que nous, avec notre compréhension d'état modifié de conscience, on invalide la valeur de leur expérience. Je peux parfaitement comprendre qui nous critiquent de ce point de vue. En même temps, ces personnes-là cherchent une validation à l'extérieur d'elles-mêmes. Donc, elles ont besoin de l'autre pour valider l'expérience. Comme si c'était forcément le médecin, on dit c'est le médecin, le prêtre et l'instituteur, les trois métiers de base. Bon, bah là, c'est le médecin et le prêtre. Donc, on va chercher une validation de l'expérience dans les neurosciences, dans les nouveaux scientifiques, dans l'expression, dans la comparaison. Et l'expérience est reconnue comme valide si on rentre dans les clous. Ce point de vue-là est totalement respectable. Je ne vais absolument pas le critiquer. Par contre, ces personnes ont beaucoup de mal à intégrer le fait que les conséquences de l'expérience ne sont pas les mêmes pour tous. Il y a des personnes qui ont complètement eu une connexion avec l'amour universel, qui ont eu une connexion totale avec le divin, qui ont eu une connexion avec des êtres de lumière, qui ont eu une connexion avec des choses, des êtres, des anges, et ils ont été complètement déstabilisés par ça. On ne peut pas dire qu'une expérience est meilleure qu'une autre. Chaque expérience est unique, chaque personne est unique. Même quelqu'un qui a besoin de légitimité, qui a besoin d'aller chercher la validation des médecins, des psychiatres, du corps médical, c'est légitime. Moi, je ne fonctionne pas comme ça. Son expérience, elle est légitime. On vit une expérience qui est tellement hors du commun, qui est tellement à côté de ce qu'on nomme, nous, la réalité, la normalité. On est dans quelque chose qui sort tellement des clous qu'on ne peut pas en vouloir à une personne de se raccrocher à la matière, de se raccrocher à ce qu'elle connaît, à savoir la science, savoir une explication rationnelle pour comprendre l'expérience. Pour ma part, je pense que ce n'est pas la voie où on trouvera la réponse. La réponse, elle va se trouver dans la connexion avec les traditions, puisqu'on a vécu quelque chose qui s'apparente à des états modifiés de conscience, à du chamanisme, à des choses qu'on retrouve dans toutes les religions, dans la Kabbale. C'est des grandes expériences, des grandes initiations, des grandes compréhensions. Et de là, on va ramener quelque chose. Alors, ce quelque chose qu'on va ramener, il est directement applicable dans notre vie de tous les jours. Et il est applicable au service des autres. Quand on a touché du doigt l'amour universel, ça va être modifié en profondeur. On peut pas dire ça n'a pas existé. On ne peut pas dire tu as raison, moi j'ai tort. Non, moi j'ai touché du doigt quelque chose d'extraordinaire. J'ai pas envie de renoncer à ça. Certains vont me dire c'est de l'illusion. Pour de l'illusion, c'était sacrément dense. C'est comme l'amour. Quand vous tombez amoureux d'une personne, c'est pas quelque chose qui se voit, c'est un sentiment, c'est une émotion. Vous n'avez pas besoin de prouver que vous êtes amoureux. Vous ressentez une émotion. Une EMI, c'est pareil. C'est non seulement une expérience, mais c'est aussi une émotion, avec des émotions qui se sont densifiées. C'est-à-dire la compréhension que l'amour devient de la matière, devient de la densité. C'est pas de la matière telle que nous, on l'a définie dans l'en-bas. Mais l'amour se densifie. Il prend complètement une autre compréhension, une autre texture. Alors, pourquoi parler de l'EMI et des annales akashiques? Parce que c'est ça, en fait, le sujet quand même de cette vidéo. Eh bien, les annales akashiques, c'est l'entre-deux-vie. C'est-à-dire, quand on est dans les annales akashiques, alors il y a différentes salles, il n'y a pas juste la salle de la bibliothèque, il y a différentes salles. Eh bien, c'est là où vont les âmes quand elles sont en transit. C'est-à-dire, en transit, c'est un passage d'une vie à une autre vie. Il y a un espace qu'on appelle l'entre-deux-vie. Alors, il y a plein de grands initiés qui ont parlé de l'entre-deux-vie, c'est très connu dans différentes religions. Il y a Edgar Cayce qui en a beaucoup parlé, il y a tout le mouvement des théosophes, il y a plein de personnes. Il y a quelqu'un qui a beaucoup écrit sur l'entre-deux-vie. Son nom m'échappe. Je vais essayer de le retrouver. Un Américain, il a écrit quelque chose. Il a parfaitement décrit.
cet entre-deux-vie, justement. Où vont les âmes, en fait, quand elles sont l'entre-deux-vie? J'avais lu ces livres. C'était super intéressant. Ça me revient pas, là, le nom de l'auteur. C'était un Américain, c'était un homme qui a beaucoup écrit sur ce qu'on voyait. C'était sur l'entre-deux-mondes, sur tout ça. C'était vraiment passionnant. Éventuellement, je mettrai un lien, ou alors j'en parlerai quand je ferai un post sur l'entre-deux-vie. Je vais sûrement faire un post vraiment sur l'entre-deux-vie. Une heure et demie, on a touché du doigt l'entre-deux-vie. On est parti, on est revenu. Bah, les années akashiques, c'est ça, c'est l'entre-deux-vie. Alors, bien sûr, il y a des zones qui sont pour les âmes qui sont décédées, hein, qui sont sur une zone. Et quand on va soi-même visiter les annales akashiques, on n'est pas mélangé aux âmes des défunts. On est sur un passage parallèle. Mais quand on part, quand on sort de son corps, hein, qu'on rentre dans l'impulsion du tunnel de lumière, eh ben, oui, on est destiné à aller là, jusqu'au bout. C'est-à-dire au bout du tunnel, c'est cette entrée. Mon expérience à moi était pas une expérience très profonde. C'est-à-dire, j'ai vu la lumière, j'ai vu le tunnel, je suis même pas rentrée dans le tunnel. J'ai vu tout ça. Et ça a suffi à me changer. Ça, c'est quelque chose qui bougeait, qui m'attirait, forcément. Qui m'attirait, forcément. Alors, des personnes sont allées beaucoup plus loin que moi. Il y a eu des vraies revues de vie où on voit ce qui nous est arrivé dans notre vie. On se fait des expériences. D'autres ont vu des anges, ont vu des guides. Il y a des informations qui ont été révélées. Ça, c'est déstabilisant. Quand vous avez une personne qui est complètement matérielle, qui vit dans le matériel, qui est complètement, qui considère que rien n'existe à part ce qu'elle voit, eh bien, quand elle va vivre une nuit, elle va être déstabilisée. Ça va avoir des conséquences d'ailleurs sur sa vie psychique, sur sa vie physique. Il y en a qui passent le cap, il y en a qui le passent un petit peu moins bien. Des fois, ça fait des gros dégâts psychologiques. Euh, donc, les annales akashiques, c'est l'entre-deux-vie. Alors forcément, dans l'entre-deux-vie, on peut se connecter sur des défunts, on peut rechercher de l'information par rapport à des défunts, on peut voir les défunts, on peut leur parler. C'est des compétences, en fait, que tous les gens qui ont fait des EMI ont. Certains ne le savent pas, ne veulent pas en entendre parler. Mais ils voient des choses. C'est une évidence. Mais voilà, on bloque. On bloque parce que ça voudrait dire que ça réinscrit l'expérience dans la foi. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a vécu une EMI, on n'a plus peur de la mort. Allez, les gens qui ont vécu des EMI, ils n'ont pas peur de la mort. Ils savent que de toute façon, il y a autre chose. Est-ce qu'on a besoin que ça soit prouvé? Certains, oui, je pense. Moi, je m'en fiche complètement. Moi, ça m'apporte, mais vraiment pas comme je dis, je suis pas un animal de laboratoire. J'ai pas envie de témoigner devant le corps médical de ce que j'ai vécu, des expériences que j'ai vues derrière, en état modifié de conscience. J'ai pas envie de ça. C'est mon choix, c'est mon droit, c'est mon expérience, c'est mon parcours. Mais l'EMI en soi-même, certains, quand ils reviennent, ils se disent, mais est-ce que c'est mon cerveau? Alors pour beaucoup de gens, oui, c'est le cerveau qui a tout inventé. Voilà. Parce que le cerveau qui invente tout, il voit pas forcément l'entourage de ce qui se passe dans la salle d'opération. Alors, il peut entendre, c'est clair. Mais à des moments, les ondes cérébrales, elles sont inexistantes et pourtant la personne, elle voit. Elle voit de son corps, elle voit. Il y a des choses qui sont quand même très bizarres hein, sur les EMI. Et c'est vraiment très bizarre cette césure entre ceux qui ont besoin de trouver une légitimité dans le matériel et ceux qui s'en fichent complètement. Hein. En disant, j'ai eu de la chance de vivre une grande expérience mystique, ben, je le garde. Moi, j'avais 8 ans quand ça m'est arrivé. Accident de la rate. Beaucoup souffert. Hémorragie interne. J'ai témoigné dans une vidéo de cette EMI. J'ai survécu. Le corps qui est coupé en deux, j'ai plus de rate. J'ai beaucoup souffert. Mais je sais pas si je serais la même personne si j'avais pas vécu cette EMI. Je sais pas. Il y a eu toute ma vie une quête de sens, une recherche de sens, un besoin de donner du sens aux choses.
l'impression aussi d'avoir une deuxième chance. Et de dire, maintenant, je vais en profiter. C'est vrai que j'ai pas toujours passé ma vie à bosser, enfermée dans des principes. J'ai toujours consacré beaucoup de temps à mon développement personnel, à ce que je pouvais apprendre. Aujourd'hui, je transmets, j'enseigne à mon tour. Mais plus jeune, je passais mon temps à apprendre, à lire. C'était beaucoup plus important pour moi que l'idée de la carrière. Je pense que ça, c'est une trace de ce que j'ai vécu lorsque j'étais enfant. Je crois que certaines personnes reviennent vraiment changées après une année. C'est plus du tout les mêmes personnes. Moi, j'étais une enfant très joyeuse, très gaie, qui montait aux arbres, qui se battait avec les garçons, qui était garçon manqué. Après, j'étais beaucoup plus mesurée, beaucoup plus sérieuse, beaucoup moins rieuse. J'étais une enfant triste. Pas triste d'avoir vécu une amie, mais triste peut-être de pas avoir su mettre les mots sur les choses. C'est terrible quand on peut pas mettre les mots sur les choses. Et actuellement, c'est ce qui est en train de se repasser. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de personnes qui, qui, qui empêchent aussi les autres de s'exprimer dans ce cadre-là. Et pourtant, tout le monde est légitime à parler, à raconter son histoire. Il n'y a pas une histoire qui est plus légitime que l'autre. Alors, à la base, bien sûr, il y a de la souffrance. Parce qu'on est déstabilisé dans ses propres croyances. On est déstabilisé dans ses certitudes. D'un coup, on se dit, bah, il y a peut-être quelque chose qui existe de l'autre côté. Mince. Toute ma vie, j'ai vécu comme quelqu'un de très matériel, de très ancré dans la matière. Et s'il y avait autre chose de l'autre côté? Bah, rien que ça, c'est toute une échelle de valeurs qui tombe. C'est ce qui se passe en ce moment. En ce moment, il y a beaucoup de gens, par exemple, qui rentrent dans un éveil spirituel et toute leur échelle de valeurs vont tomber. Ça fait 20 ans que je suis avec le même compagnon, mais je peux absolument pas parler spiritualité avec lui. Qu'est-ce que je fais? Je reste avec lui ou je me sépare? Ah, j'ai eu le cas d'une personne, 20 ans, 25 ans avec son épouse. D'un coup, là, l'épouse, elle est rentrée dans la spiritualité. Et ils continuent d'avancer ensemble. Ça, c'est merveilleux. Là, c'est absolument extraordinaire. Mais l'échelle de valeur, elle change. Ce qui est important pour nous ne l'est plus du tout après. On change complètement de personnalité. Alors pour certains, en fait, on perd un bout d'âme et on en reçoit une autre. Pour d'autres, on perd son âme, on en reçoit complètement une autre. Quelle est la vérité? La vérité, elle est sans aucun doute dans les annales akashiques. Moi, ce qui est venu, c'est, en fait, on reçoit une âme qui est brute. Et dans une EMI, mais en fait, c'est comme si on avait fait un tour, on se soit réincarné dans son propre corps. Donc, on a évité de partir et de revenir en repassant par l'étape du bébé. C'est une histoire d'urgence en même temps. C'est-à-dire que actuellement, on est sur une monade qui est quand même très particulière, sur un cycle qui est quand même très très particulier au niveau astrologique, au niveau humain, au niveau du calendrier maya. On a tous les cycles qui se rejoignent, qui se recoupent. Donc, s'il y a des âmes qui savent agir, c'est maintenant. C'est maintenant pour aider au passage. C'est pour ça qu'il y a autant d'âmes d'ailleurs qui reviennent sur Terre. Elles viennent là pour aider le passage. Là, quand on fait une EMI, on meurt, mais le corps, il reste en état. On part, je vais nettoyer en urgence, on revient. C'est une hypothèse. Moi, j'avais parlé sur le groupe de se réincarner dans son propre corps. C'est quelque chose de très surprenant. Les gens qui ont vécu ça ont dit, mais c'est vraiment surprenant comme expérience. Le EMI, c'est un peu ça. On part, on revient. Vu de l'extérieur, il y a beaucoup de gens qui envient ça. Qui envient ceux qui ont vécu une EMI. Je comprends parce que on a soulevé le voile d'Isis, on a été voir de l'autre côté ce qui se passe. C'est fascinant de se dire, voilà, j'ai eu la chance de toucher du doigt quelque chose. Mais soi-même qui sommes dans l'expérience, on ne trouve pas ça facile. Est-ce qu'on est heureux de l'avoir vécu? Ça dépend des personnes, ça dépend des personnes. En même temps, ça fait partie de nous. C'est comme un nez, je ne me demande pas si j'aime mon nez ou... Alors si je l'aime pas, bien sûr, je peux en changer, mais de toute façon, je changerai de nez, j'aurai toujours un nez au milieu de la figure. L'expérience, c'est ça. On aime ou qu'on n'aime pas, de toute façon, on ne peut pas nier qu'elle fait partie de nous. C'est comme une partie de notre corps. C'est une expérience très, très, très forte. Et c'est se connecter sur la source. Et les annales akashiques, justement, peuvent nous permettre d'apporter un éclairage sur ce qu'on a vécu et comment mieux le vivre dans notre quotidien, avec nos proches, avec nos enfants, avec nos parents, avec nos collègues de travail, et comment l'accepter. Et c'est quand on a accepté l'expérience que ça révèle. Cette personne m'a parlé de son amie, je lui parlais de la mienne, et sur 2 bateaux à Malte, de rencontres improbables, eh bien, on avait vécu 2 expériences très similaires, avec un éveil très similaire. Et là, les chemins se sont croisés. Et puis, à un moment donné, les chemins se sont dit, chacun reprend sa route.
C'est ça qui est assez fort. Comment les synchronicités vont se mettre en place, et ça, c'est génial. Voilà, donc c'était une vidéo sur les EMI et les annales akashiques. À demain pour une nouvelle vidéo.